Bonsoir à tous, bienvenue sur le webinaire Histoire du droit 2.0. Nous sommes à notre quatrième séance de ce semestre et aujourd'hui nous allons revenir à nos questions de départ, puisqu'on avait commencé avec les bases de données. Donc, on va parler de deux bases de données avec Capucine Nemo-Pekelman et Marion Albessard, Relmin et Dront. Alors, notre thème, c'était comment concevoir et utiliser une base de données en histoire du droit. Alors, Marion Albessard, qu'on écoutera en premier, je vais vous présenter, vous serez libre évidemment de me corriger si jamais ou s'il y a des oublis ou des erreurs. D'après mon enquête, vous êtes ingénieur d'études spécialisé dans l'analyse des sources anciennes et vous êtes rattaché à l'UMR 7184 et à l'Institut d'histoire du droit Jean Godmet. C'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Et votre formation, quand même, c'est une formation d'historienne du droit. D'historienne du droit, oui, exactement. Et puis, vous avez aussi fait de l'anthropologie sociale et culturelle. Oui, à l'EHESS également, oui. Et en fait, on vous invite aujourd'hui pour nous parler d'une expérience et d'un projet ancien, mais toujours aussi en cours, d'après ce que vous allez nous expliquer, j'ai l'impression. La construction et l'entretien en fait de cette base de données qui s'appelle Dront pour DR Ant, droit antique. Et comme son nom l'indique, c'est une base de données qui est utile pour les chercheurs travaillant sur les institutions juridiques, politiques, sociales du monde méditerranéen ancien. Et dans un deuxième temps, nous écouterons Capucine Nemo-Pekelman, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, qui est aussi membre du CHAD, le Centre d'histoire et d'anthropologie du droit, qui est une spécialiste du droit romain tardif et du droit canonique médiéval, et qui travaille sur l'histoire juridico-politique des Juifs pendant l'Antiquité romaine et le Moyen-Âge occidental. Et ces travaux n'intéressent pas uniquement les spécialistes d'études juives, parce que, si je comprends bien tes travaux, Capucine, fondamentalement, tu travailles quand même sur la fabrique du droit, sur la manière dont les normes se négocient et s'écrivent en réalité à plusieurs mains. Et donc, tu prends pas le texte que tu trouves qui concerne les Juifs comme un point de départ pour étudier la condition juridique des Juifs, mais plutôt comme un terrain d'enquête. Et tu vas en amont et aussi en aval. Et on t'a demandé de participer au webinaire parce que dans le cadre d'un postdoc, tu as contribué à un projet qui s'appelle le projet Relmin, qui est un programme européen qui était dirigé par John Tolan, qui est un historien de Nantes. Et donc, tu vas nous parler de cette base de données qui est cette fois-ci un outil pour les chercheurs qui travaillent sur les minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen. Oui. Marion, on commence par donc Dront et on commence à vous écouter. Alors, bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir. Alors, quand Ninon m'a demandé au début de l'automne dernier de faire une présentation de la base Dront, j'ai tout d'abord refusé, en lui expliquant que malheureusement Dront faisait face depuis plusieurs mois et voire des années à des gros problèmes de fonctionnement, qu'elle était devenue quasiment inutilisable et que c'était vraiment pas la peine d'en parler parce que c'était assez déprimant. Et finalement, elle a réussi à me convaincre que c'était aussi bien de parler des problèmes rencontrés tout au long de la vie d'une base de données. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Alors, je vais d'abord vous faire une présentation de Dront, avant d'évoquer les difficultés qu'on a rencontrées récemment et de vous montrer comment on peut peut-être les éviter lors de la conception d'une base de données. Alors, Dront, comme l'a dit Nino,
tout à l'heure, c'est une base de données de droit de l'Antiquité. C'est de la bibliographie critique, spécialisée donc dans les institutions juridiques, politiques, économiques, sociales du monde méditerranéen ancien. Alors, son domaine de prédilection, c'est plutôt Rome et la Grèce, mais ça s'étend aussi au Proche-Orient et à l'Égypte antique. Donc, aujourd'hui, Drenthe, même si ça ne fonctionne pas très bien, c'est quand même une base de données qui a plus de 100 000 données qui sont classées, structurées. Donc, on a à peu près 27 000 auteurs, il y a 1200 revues qui sont dépouillées, il y a 4 000 collectifs dépouillés. On peut avoir accès, enfin, on pourrait, si ça marchait bien, avoir accès à plus de 20 000 sources et références antiques. Et donc, ça fait à peu près 72 000 notices bibliographiques en 37 langues différentes. Donc, chaque notice, dans l'idéal, comporte des éléments qui permettent d'identifier la publication, comme le nom, le prénom de l'auteur, le titre, la publication, le nom de la revue scientifique, l'éditeur, le lieu d'édition, enfin tout ce que vous trouvez dans une notice bibliographique, et aussi des éléments qui indiquent le contenu de la publication. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on fait une critique, en fait, on apporte des mots-clés, pour que la personne, quand elle lit la notice, n'en reste pas qu'au titre, mais soit aussi arrive à savoir de quoi parle la notice. Donc, il y a des noms géographiques, des noms de personnages historiques, des sources juridiques qui sont citées, etc. Et en temps normal, donc, les usagers peuvent normalement effectuer des recherches simples ou des recherches croisées en interrogeant plusieurs critères afin d'obtenir une liste de références bibliographiques qui normalement apparaît sur l'écran, classée par ordre chronologique inversé. Dans cette liste, ils peuvent sélectionner les références bibliographiques qui les intéressent en les mettant dans une sorte de panier, donc ils font une collecte. Et à partir de cette liste, ils peuvent toujours continuer leur recherche en cliquant sur les mots vedettes qui renvoient à chaque fois sur une nouvelle liste de notices bibliographiques. Et ça, c'est à l'infini. Chaque clic renvoie une nouvelle liste et les utilisateurs collectent les références qui les intéressent. À la fin de la recherche, toute leur collection se retrouve dans un panier qu'ils peuvent imprimer, enregistrer sur leur ordinateur en PDF ou envoyer par mail. Voilà comment normalement Drenthe doit fonctionner. Et ça a été au départ conçu pour fonctionner comme ça. Drenthe a été créé en 1960 par Jean Godmet. Alors en 1960, on n'était pas encore à l'informatique, mais il a créé le Centre de documentation des droits de l'Antiquité qui a diffusé la bibliographie Drenthe qui était sous forme de fiches papier trouées, qui étaient prêtes à mettre dans les fichiers en bois qu'on connaît tous dans les bibliothèques. Et donc les abonnés de Drenthe recevaient 2 fois par an 2000 fiches, donc ça fait 4000 fiches par an, trouées, qu'ils pouvaient classer dans leur fichier. Et je me souviens, Madame Badevant-Godmet m'a raconté qu'elle se souvenait, avec son frère, de classer dans la salle à manger familiale, qu'elle classait les fiches qu'elle devait envoyer après aux abonnés. Donc ça a commencé comme ça. Et rapidement, les abonnés de Drenthe ont été submergés par les fiches, parce qu'ils recevaient 4000 fiches par an. Après 15 ans, la bibliographie de Drenthe était devenue monstrueuse, tentaculaire. La plupart des abonnés même en jetaient une partie parce qu'ils ne gardaient que ce qui correspondait à leur recherche précise. Et les institutions qui étaient abonnées commençaient à manquer de place pour pouvoir stocker toutes ces fiches. Alors, en 1975, alors déjà, au début des années 70, l'informatique commence à un petit peu apparaître. Mais en 1975, sous l'impulsion de Marie-Noëlle Bournichon, que peut-être certains connaissent ou ont connu, qui était ingénieure au CNRS et dont j'ai le poste maintenant, elle décide d'informatiser Drenthe. Donc, c'est la première fois qu'on passe à l'informatique. Donc, les membres du CDDA, qui existent toujours, qui étaient environ 5 ou 6 personnes, essentiellement des femmes, cherchent donc un programme informatique pour améliorer la présentation et l'accès à la bibliographie sans trop perturber les habitudes des utilisateurs. Et on va voir qu'au fil des années, le but est quand même toujours d'éviter de perturber trop les utilisateurs, parce que quand les utilisateurs sont perturbés, les utilisateurs sont perdus.
Donc, le CDDA donc, prend contact à ce moment-là avec l'Institut de recherche et d'histoire des textes de Paris, les RHT, parce qu'eux, ils utilisaient déjà depuis 1 an ou 2 un programme qui s'appelait Cléo, et alors, ça s'appelle un PL1. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement comme programme, mais enfin, ça se présentait sous forme de cartes perforées. C'est des cartes d'une 10-15 cm sur 8 cm de épaisseur avec plein de petits trous. Et ces cartes perforées, c'était la première forme de support et de stockage des données qui étaient utilisées dans le domaine de l'informatique. Donc, en fait, ces cartes perforées servaient à la saisie des données. Et donc, pour l'impression des données, on passait ces cartes perforées dans un lecteur de cartes. On obtenait une espèce de listing. Vous savez, ces listings qui se déroulaient à l'infini comme ça, et qui permettaient donc à la relecture de déceler les erreurs, qui étaient souvent dues à des erreurs de perforation, parce que la machine avait perforé à côté, etc. Donc, on refaisait des cartes perforées, on remettait ça dans le lecteur de cartes, et après, on allait se brancher par ligne téléphonique, où au début, j'imagine qu'elles y allaient à pied jusqu'à Orsay, pour utiliser l'ordinateur IBM de l'université du Centre régional de calcul électronique du CIRCE à Orsay, et elles revenaient avec des fiches imprimées qu'elles envoyaient à l'éditeur, et que l'éditeur publiait sous forme de petits fascicules, un rouge et un bleu. Je pense que peut-être certains en ont déjà vu, parce que nous, on en a plein dans les sous-sols de notre bibliothèque. Et donc, les rouges, c'était, je crois, le classement par auteur. Les bleus, il me semble que c'était classement par titre. Et c'était ces fascicules qui étaient envoyés aux abonnés. Donc, pour les abonnés, ça leur faisait gagner un peu de place. Parce qu'au lieu d'avoir 4000 fiches, ils avaient 2 petits fascicules. Donc, on a continué ce système-là, et en 81, Drent a pu être interrogeable par micro-ordinateur et par Minitel. Et donc, il n'y avait pas encore d'ordinateur domestique, donc il fallait aller dans une bibliothèque, et à la bibliothèque de droit romain, où on vous sortait le gros ordinateur pour que vous puissiez taper vos recherches. Et sinon, il y avait par Minitel. Bon, c'était pas le Minitel Rose, c'était le Minitel Drent. Et donc, ça marchait assez bien. En 89, on est passé par différents logiciels, Spleen, Texto. Après, Drent continue à changer de logiciel, et puis finalement est hébergé sur un serveur qui s'appelle le SUNIST, un serveur universitaire national pour l'information scientifique et technique. Je ne sais pas si ça existe encore. Et progressivement, donc à chaque fois ça s'améliore, mais à chaque fois, on s'est rendu compte récemment que toutes les migrations apportaient des lourdeurs à la base de données. Mais jusque-là, ça fonctionne encore. Et on est plutôt en avance en technologie. En 1997, on passe avec le logiciel Oracle, qui pour la première fois, donc, on peut être consulté sur Internet. L'hébergement de la base est fait à partir de ce moment-là à Strasbourg, mais c'est toujours l'informaticien de Strasbourg qui saisit les notices bibliographiques qui sont écrites à la main par les membres du CDDA. Donc, les dames dépouillent les revues, les livres, elles envoient leurs fiches à Strasbourg, l'informaticien saisit, et après, donc c'est sur Internet, et les gens peuvent le consulter sur Internet. Ce n'est pas encore tout à fait très pratique, mais on se rapproche d'une base de données un peu plus moderne. Après, donc en 2003, on passe sur le serveur de la Micha de Strasbourg. Et ça, on change de logiciel, et on a un logiciel qui s'appelle Doris. Et là, c'est un grand changement, parce que avec Doris, on peut saisir nous directement sur Internet, directement les fiches dans la base de données. On ne passe plus par l'étape manuelle. Donc, ça fait 2003, ça faisait 25 ans qu'elles écrivaient des fiches. Donc là, c'est un grand changement. Les fiches sont saisies directement sur la base de données, sur Internet. Et la bibliographie devient consultable directement sur Internet. Et surtout, il n'y a plus de version papier. Alors là, c'est la consternation des abonnés. Parce que là, on a perdu tous les gens qui étaient nés avant les années 50, ils ont disparu de Drent. Ils réclamaient sans arrêt. Donc, on leur imprimait des fichiers qu'on leur envoyait par la poste pour les contenter. Et en plus, la bibliographie devient gratuite, parce qu'avant, il y avait un abonnement d'une 30aine d'euros, enfin, ça fait
peut-être 100 francs dans l'année pour recevoir ces fiches. Et là, maintenant, elle est gratuite. Alors là, à partir du moment où quelque chose est gratuite, les gens pensent que c'est mauvais. Donc, déjà, ils vont plus sur Internet et après, comme c'est gratuit, ils hésitent à y aller. Mais ça a été la politique de Philippe Cocat-Zilgien, qui est devenu directeur à ce moment-là. On dit c'est un service public, on est payé par l'État, il faut que les données soient publiques et soient gratuites. Donc là, tous les abonnés qui étaient nés avant 1950 disparaissent et on est obligé de faire des recherches pour eux et de les renvoyer par papier. En 2006, on change à nouveau de logiciel et on est toujours hébergé à Strasbourg et on passe sur le logiciel Flora, qui est un logiciel de base de données qui est payant au départ. Et puis après, donc, je ne sais pas comment ça se passe avec la MICHA. Je crois que la MICHA de Strasbourg est obligée de payer un petit abonnement. Et puis, mais bon, on n'en entend pas vraiment beaucoup parler. Mais ça marche. C'est l'essentiel. On peut consulter les bases de données. On peut les imprimer. On peut imprimer. Ça, c'est la version la plus aboutie qu'on ait eue de Drenthe. En 2010, c'est amélioré. Et on arrive à survivre encore presque 10 ans, puisque en 2020, la MICHA de Strasbourg nous annonce qu'on va changer et qu'on va passer sur un logiciel formidable qui s'appelle Eurist. Alors donc là déjà, je fais un petit récapitulatif. En 45 ans, 50 ans, on a passé sur 7 logiciels. À chaque fois, on a fait des ajustements. Mais après quelques mois, la base de données a toujours été opérationnelle et plus performante que la fois d'avant. Donc aujourd'hui, donc en 2020, la MICHA décide d'utiliser le logiciel Eurist, un logiciel dont je crois Yann Bourrego vous a parlé la dernière fois, qui est un logiciel open source, c'est-à-dire gratuit, qui a été créé par le chercheur australien Ian Johnson, qui était un archéologue spécialisé en préhistoire, et qui, au cours de ses recherches, s'est rendu compte qu'il avait besoin de bases de données et qu'en sciences sociales, il n'y en avait pas et que c'était très compliqué. Alors, il a décidé, il a relevé ses manches et il s'est mis au travail. Et sans être informaticien, il a décidé donc de créer un système qui s'appelle Eurist, de gestion de bases de données relationnelles. Et donc, il a fait ça entre 2005 et 2013. Et progressivement, des équipes, alors c'est développé maintenant, il continue à le développer, avec une équipe qui est rattachée à l'université de Sydney. Et lui, il est à moitié du temps en France. Et ils ont donc, progressivement, les équipes ont décidé d'utiliser ce logiciel, Eurist, et à Strasbourg, on nous a dit, ça va être magnifique, parce que c'est gratuit déjà, c'est open source, ça va être mis à jour constamment, ça sera parfait, puisque tout le monde l'utilise. Ça peut être adapté à toutes sortes de recherches, à toute demande de base de données. Et chaque utilisateur va être autonome et va pouvoir concevoir lui-même ce qu'il veut. Et donc, il y a un fond de base de données, puis chacun prend ce qu'il veut dans cette base de données-là pour concevoir la sienne. Et sans connaissance particulière. Alors ça, c'était très prometteur. On s'est dit, c'est magnifique. Une base de données maintenue en état de conditions opérationnelles et puis qu'on peut utiliser facilement, etc., c'est très bien. Donc, on nous a vendu ça, on nous a fait le transfert et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe parce que finalement, ce qu'on trouvait très prometteur chez Eurist, ça a été visiblement, ça a été aussi la source de sa faiblesse parce que comme ça a été créé entre 2005 et 2013, on est en 2020, 2023, c'est déjà vieillot. Parce qu'en informatique, tout vieillit vite. Donc, le logiciel est déjà vieux. Après, il doit correspondre à toutes les demandes en sciences sociales. Mais il a fait le programme, comme il faut qu'il corresponde à tout le monde, il est très lourd. Et donc, quand on crée une base de données à partir de Eurist, on peut s'en sortir. Mais quand on a une base de données qui a plus de 45 ans, qui a beaucoup de données et qui ont subi déjà des changements fréquents de logiciels, eh bien, la migration a donné de nombreux dysfonctionnements et ça rend Drenthe est difficilement utilisable maintenant.
soit le transfert de données a été mal fait, soit il fallait nettoyer avant, soit le logiciel est un peu trop vieillot déjà, et très alourdi par tout un tas de choses, parce que moi je me souviens que l'informaticien de Strasbourg me disait mais ça va être magnifique, il faudrait que vous rentriez toutes les données GPS des références que vous rentrez. Je disais mais moi la référence bibliographique, alors on n'a pas besoin de savoir où se trouve le livre il peut être en plein d'endroits différents, ça n'a aucune importance. Donc il m'avait prévu de rentrer les coordonnées de latitude et longitude de chaque ouvrage. Donc, évidemment, ça alourdit. Après, il y avait plein de petites choses comme ça qui rendaient le système très, très lourd. À chaque fois qu'on fait une demande, il charge les 8000 mots-clés, il charge les 26 000 références, donc c'est très long. Il faut être très patient pour utiliser Drent. Et donc, on a alerté le créateur en disant est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors, lui, il a essayé et il a fait pire. C'est-à-dire qu'il a trafiqué la base, et c'est-à-dire qu'avant, quand on saisissait sur Drent, on saisissait tout en majuscule, parce qu'on n'avait pas la possibilité de saisir en minuscule encore, parce que ce n'était pas détecté par l'informatique. C'était comme ça. Et donc, lui, il a dit, mais ma base de données permet que tout soit en minuscule. Alors, il s'est mis à changer et à mettre tout en minuscule. Et comme il est de langue anglaise, il n'y a pas d'accent. Et ça est devenu une catastrophe parce que toutes les cédilles, tous les accents, tous les signes diacritiques qui doivent exister quand c'est en minuscule n'y sont pas. Donc, ça rend les choses… Alors, on lui a demandé de revenir en arrière. Mais il a changé quand même les noms de famille. Donc, il a fallu que je corrige 27 000 noms à la main, un par un, pour vérifier l'orthographe de chaque nom. Donc, on a décidé que c'était plus possible d'avoir affaire avec lui. Et en même temps, à chaque fois qu'on voulait une modification de RIST, ils me disent que normalement j'aurais dû être capable de faire, mais c'est très compliqué à utiliser, c'est pas si simple que ça. Il fallait attendre qu'il y ait la même demande de la part de 25 ou 30 bases de données, parce que les informaticiens qui étaient dans son équipe travaillaient sur les demandes les plus urgentes. Donc, au bout de 4 ans de dysfonctionnement, on a décidé, donc on a fait remonter toutes les difficultés qu'on avait à la direction du CNRS en disant, écoutez, il faut nous trouver une solution parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on a des résultats, par exemple, on a des résultats aléatoires quand on utilise, quel que soit quand on utilise Google ou quand on utilise Firefox, on n'a pas les mêmes résultats. Et donc les utilisateurs, quand ils voient que un jour, ils ont 150 réponses et que le lendemain, ils en ont plus que 25 et que le surlendemain, ils en ont 300, eh bien, ils ne font plus confiance à la base de données et puis c'est terminé, ils abandonnent. Donc, sous Flora, on avait une centaine de connexions par jour, ce qui était beaucoup pour une base de données spécialisée sur l'antiquité juridique. Et maintenant, on a perdu quasiment la totalité des utilisateurs. Donc, on peut avoir des résultats encore, mais il faut y aller régulièrement pour savoir si c'est les mêmes. Et il faut être très patient parce qu'il y a des moments où c'est très lent et ça tourne, parce que ça charge tous les programmes, toutes les données, etc. Alors, Eurist peut être très bien, peut-être pour quelqu'un qui construit sa base de données à partir de zéro, mais transférer plus de 150 000 données, ça n'a pas été terrible. Donc, là… Maintenant, on a demandé donc à la direction du CNRS, a demandé donc qu'il soit fait un audit de la base de données Drent. Donc, on a eu affaire à des informaticiens d'une société informatique et avec eux, depuis l'automne, on a complètement donc décortiqué la base de données Drent. On a tout mis à plat. Tous les enregistrements ont été vus un à un, en disant est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce qu'on doit le garder, comment faire, comment ils sont reliés, etc. Et là, donc, fort de cette expérience, maintenant, je peux vous donner des conseils pour savoir comment concevoir une base de données, parce que j'ai tout repris à zéro. Donc, les bases de données, on sait que dans nos champs de recherche, en sciences humaines et sociales, on a beaucoup d'idées de projets de recherche et qui visent à produire du numérique, que ce soit des éditions de textes, des bases de données, de l'iconographie, etc. Les archéologues, les historiens, ils fourmillent d'idées pour produire du numérique. Et presque toutes les équipes du CNRS ont des projets numériques, et ils sont d'ailleurs encouragés par le CNRS, mais
ces projets de recherche réclament des ressources et des compétences informatiques qui sont très éloignées du champ disciplinaire dans lequel on est. Parce que moi, je suis historienne du droit, je ne suis pas informaticienne. Il y en a qui sont archéologues, etc. C'est un monde à part complètement. Et donc, les compétences techniques sont complètement absentes des équipes scientifiques qui conçoivent le projet. Alors, sans l'appui d'un informaticien, on ne peut pas arriver vraiment à un bon résultat. Et on a vu même l'exemple de Ian Johnson avec Eurist. S'il l'a fait lui-même au début, son résultat, il est correct parce qu'il a mis du temps, mais c'est quand même pas terrible. Et d'ailleurs, Eurist est en train d'être repris par Humanum avec des vrais informaticiens parce qu'il y a plein d'équipes qui se retrouvent dans le même problème que moi. Donc, sans l'appui d'un informaticien, on ne peut pas mettre en forme nos idées, nos projets de recherche. Alors peut-être que les plus jeunes, comme Yann Morego, ils sont plus au fait de l'informatique et peut-être qu'eux, ils y arriveront sans informaticien. Mais nous, on a besoin de quelqu'un. Et donc, il faut trouver un informaticien déjà pour faire une base de données. Et ce n'est pas difficile de trouver un informaticien, il y en a des milliers. C'est pas compliqué. Le plus difficile, c'est de se faire comprendre par l'informaticien. Parce que l'informaticien, lui, il ne connaît pas notre champ d'expertise. Donc, au début, tout commence par une sorte de brainstorming qu'on doit faire avec soi-même et ensuite avec l'informaticien. Parce que quand on a affaire à l'informaticien, il faut avoir une vision du produit final, de ce qu'on veut. Par exemple, j'ai telle donnée, je veux arriver à ce but. Et pour Drand, c'était très simple. J'ai des livres. Je veux en faire des notices bibliographiques critiques avec des mots-clés. Je veux que l'utilisateur en demandant un mot-clé ou un nom, puisse avoir accès à toutes les notices bibliographiques qui comportent ce mot-clé ou ce nom. C'est très simple. Mais il faut que ça soit une vision bien définie. Et si vous avez affaire à un informaticien qui vous écoute sans poser de questions, il faut fuir. Parce que l'informaticien, il ne connaît pas votre champ d'expertise. Si vous ne posez pas de questions, c'est qu'il ne comprend rien à ce que vous faites. Il est impossible qu'ils comprennent sans poser de questions. Et souvent, on tombe sur des jeunes informaticiens qui n'osent pas poser de questions parce qu'ils ont peur de montrer qu'ils ne savent pas. Et là, on arrive à la catastrophe parce qu'ils n'arrivent pas à faire les liaisons entre les objets qu'on veut. Donc, l'informaticien ne connaît pas votre champ d'expertise. Donc, par exemple, pour Drand, il a fallu tout redéfinir, parce que quand je leur parlais de notices bibliographiques, de comptes rendus, de sources, d'éditeurs scientifiques, de réédition, de réimpression, tous ces mots, ça leur est complètement étranger. C'est normal, parce que ce n'est pas leur travail. Mais l'avantage, c'est que c'est quand même des gens intelligents. Quand on leur a dit une fois, ce n'est pas la peine de répéter. Mais si vous ne posez pas de questions, là, c'est dramatique. Donc, une fois qu'on a bien discuté avec l'informaticien, on procède à ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire la représentation graphique de l'organisation des données. Donc, et la qualité de la base de données va dépendre principalement de la qualité de ce schéma. Et c'est absolument fondamental, il faut que ça soit clair. Ça se présente sous une forme de diagramme, avec au centre, par exemple, pour Drand, on a la notice bibliographique avec des petites flèches qui partent vers l'auteur, des petites flèches qui partent vers l'édition, vers les mots-clés, et comment les choses sont reliées entre elles. Et ça fait, oui, c'est comme un mind map, je ne sais pas si vous êtes coutumier de faire ça quand vous prenez des notes, mais voilà, il faut que ça soit un diagramme clair, parce que cette mise en forme, ça va fournir la feuille de route pour les concepteurs de logiciels et les développeurs après. Donc, c'est important de passer du temps à ce que tout, et tout ce que vous voulez, il faut prévoir absolument toutes les possibilités et écrire tout dans tous les détails possibles, parce qu'il faut laisser des choses ouvertes en disant, pour le moment, je ne sais pas si j'utiliserai cette donnée, mais il faut que je puisse pouvoir l'utiliser. Et donc, tout doit être un peu ouvert. Par exemple, et après, il faut faire, à côté de ce schéma-là, un commentaire qui décrit tous les objets et leurs attributs, dans les relations entre les choses et de façon dans le détail, et mentionner toutes les exceptions, parce qu'il y en a toujours, il y a une règle, et après, à chaque fois, c'est sauf dans tel cas, la règle ne s'applique pas, etc. Donc, il faut à chaque fois prendre un objet et bien définir tous ses attributs. Par exemple, je vais vous donner
Un exemple pour Drenthe, si on prend l'objet très simple d'auteur. Auteur, tout le monde dit, oh, bah, c'est facile, c'est un nom, c'est un prénom. Ben non. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Ben, un auteur écrit un livre, il écrit un article, il peut écrire un compte-rendu, il peut écrire une thèse. Et une thèse, ce n'est pas toujours publié. Une thèse, ça peut être dactylographié, donc ce n'est pas la même chose que les trois autres, autres attributs. Donc il va falloir les traiter différemment. Et un auteur aussi peut être éditeur, parce qu'un auteur-éditeur qui dirige une publication collective, on l'appelle aussi éditeur scientifique. Et déjà, rien qu'avec le nom d'auteur, on arrive à toutes ces choses différentes et qui sont importantes parce que c'est primordial pour savoir comment on va les relier. Et après, donc, l'objet auteur qu'on vient de définir, il va répondre à des liens précis. Alors, l'auteur possède un nom. On est d'accord. L'auteur possède un ou plusieurs prénoms. Il faut choisir combien de prénoms on veut, parce qu'il y a des auteurs américains, ils nous mettent 4 prénoms. Alors nous, on a décidé qu'on s'arrêtait à 3. Mais il faut que ça soit défini. L'auteur est un objet qui doit permettre de faire des recherches. Il faut tout aller dans le détail. L'auteur est lié à la nature éditeur scientifique dans une notice. Et après avoir établi les liens, il faut faire les règles. Pour toujours auteur. Un auteur peut être en relation avec une ou plusieurs notices. C'est-à-dire qu'un auteur peut écrire plusieurs livres, en effet. Un auteur peut être un éditeur scientifique. Dans une notice bibliographique, sauf pour les comptes rendus, l'auteur est affiché nom et prénom. Le nom et le prénom entre parenthèses. On explique comment ça doit apparaître sur les écrans. Dans une notice, donc, après, les prénoms ne sont pas séparés par des virgules. Il faut expliquer que les prénoms composés sont séparés par un tiret et que les prénoms sont marqués les uns après les autres. Dans un compte-rendu, il faut marquer que l'auteur est affiché, le nom plus l'initiale de son prénom suivi d'un point, entre parenthèses. Après, dans chaque notice, sauf pour les comptes rendus, si l'auteur est un éditeur scientifique, on le fait suivre de l'abréviation ED pour dire éditeur scientifique. Donc ça fait nom, prénom au pluriel, s'il y en a plusieurs, virgule, ED, point. On est obligé d'aller dans le détail comme ça. Et affichage pour des prénoms dans les comptes rendus. Toujours l'objet auteur, eh bien, il y aura le nom et les initiales suivies d'un point. Pour les prénoms composés, initial, point, tiré, initial, point. Et on est obligé de rentrer dans les détails comme ça jusqu'au bout. Et pour la base Drenthe, par exemple, eh bien, pour faire cette description des relations entre les objets et les attributs, ça fait une dizaine de pages quand même. Parce qu'on est obligé de rentrer dans des détails par exemple, le lieu d'édition, la langue et la maison d'édition, ce n'est pas un triplet unique. Il peut y avoir une maison d'édition qui publie dans une autre ville de temps en temps. Par exemple, les presses de Cambridge, ben c'est Cambridge ou c'est Massachusetts, c'est pas la même chose. Ça peut être fait dans plusieurs langues différentes. Donc, à chaque fois, il faut expliquer les relations qu'il y a entre tous les objets. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail de modélisation, le chercheur, il est un petit peu plus tranquille parce que maintenant, c'est l'informaticien qui va travailler uniquement. Mais on a tendance, sous prétexte qu'on n'est pas informaticien, on a tendance à se laisser exclure de cette étape de travail. Et il ne faut pas. Parce que c'est au chercheur à chaque fois de poser des questions maintenant à l'informaticien en disant « mais pourquoi vous choisissez plutôt tel logiciel et pourquoi pas tel autre? Pourquoi tel système de gestion de base de données? Qu'est-ce que ça va apporter ?» Et sans arrêt, c'est à nous de poser les questions maintenant parce que ce n'est pas notre travail, mais le but de l'informaticien doit être d'arriver à construire une plateforme fiable qui va permettre donc à l'administrateur de la base de données de pouvoir gérer correctement les données. Donc, moi, par exemple, pour Drenthe, je suis là... j'arrive en premier et si la plateforme est très compliquée, que je n'arrive pas à gérer les données, ça ne va pas. Donc, à chaque fois, je dois expliquer à l'informaticien, mais non, ça, ce n'est pas correct, ça, je ne comprends pas à quoi ça sert. Et après, il faut aussi que cette plateforme soit fiable et doit permettre à l'utilisateur d'effectuer des recherches et de consulter des données et que ça soit ergonomique et intuitif. Et parce qu'on se rend compte en informatique qu'au bout du 3e clic, c'est fini. L'utilisateur, il considère que c'est compliqué. Donc, il faut que ça soit fait assez rapidement.
Et donc, cette plateforme qui va être construite par l'informaticien se compose en général de deux parties, le back-end et le front-end. Le back-end qui est donc la partie immergée de la plateforme que les utilisateurs ne verront pas. C'est l'endroit où sont saisies les données, où elles vont interagir. Et donc, ça repose en général sur trois éléments. C'est un système de gestion de base de données, un langage de développement et un framework. Alors, j'ai appris le mot récemment. C'est une sorte de petite boîte à outils qui permet de mieux gérer les données. Alors, choisir son système de gestion de base de données, donc SGBD, donc c'est important parce que les deux plus importants, c'est le SQL, qui est un langage de requête assez populaire pour les bases de données relationnelles. Donc, c'est MySQL, ou Postgres aussi. C'est des systèmes de gestion de base de données qui sont non propriétaires, donc qui sont open source. Donc, ça, c'est toujours... le CNRS préfère qu'on utilise ce genre de logiciel. Et les données, donc, dans ces logiciels de base de données relationnelles, les données apparaissent sous forme de tableaux de lignes de colonnes avec une structure rigide et des dépendances qui sont très claires. Et après, on a un système l'autre système de gestion de base de données qui est en concurrence, c'est le NoSQL. Et donc là, c'est des données qui ne sont pas structurées. Donc les articles, les photos, les vidéos, tout sont assemblés dans un seul document. Et ça permet donc à l'informaticien d'adapter le modèle au fur et à mesure. Donc ça permet de changer, changer les relations de la base de données. Et ainsi, les développeurs peuvent aller plus vite parce qu'ils passent moins de temps à transformer les données. Et donc, tout est dans un seul document. Et puis après, il les trie selon ce qu'on veut. Et c'est très variable. Et donc là, il y a comme système de gestion de base de données NoSQL, il y a Mongo, qui paraît-il bien, CouchDB et Hadoop. Et ça aussi, c'est des systèmes de gestion de base de données non propriétaires. Donc, entre ces deux systèmes de base de données, relationnels ou non relationnels, c'est très difficile de vous conseiller. Actuellement, on pense que, d'après ce que les informaticiens m'ont dit, on pense que les progrès de l'informatique et de l'intelligence artificielle vont de plus en plus se diriger vers des systèmes de gestion de base de données non SQL. Mais pour Drent, on va rester sur un système de base de données SQL parce que nos données sont déjà rangées. Alors, ça serait idiot de les mettre toutes en pagaille pour pouvoir après les reclasser. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un système de données relationnelles SQL. Après, donc, on choisit un langage de développement. Alors, ça permet donc pour développer le système de gestion de base de données. Donc, en général, ils utilisent Python ou le PHP. Et après, donc, alors ça, c'est technique. Moi, je ne connais pas grand-chose. Je vous répète ce qu'on me dit. Et après, donc, à partir de ça, il y a éventuellement, donc, on utilise un framework qui est une sorte de boîte à outils qui va être associé au langage qu'on a retenu. Et c'est un ensemble de composants logiciels qui permet de développer des applications plus efficacement. Donc, à chaque fois, il faut demander aux informaticiens pourquoi ils choisissent. Il faut faire un choix pertinent de ces logiciels. Et l'offre est très importante. Alors, après, ça dépend de ce dont vous avez besoin et ce qui est plus performant pour vous. Et donc, après, ça, c'est le back-end. Après, il y a le front-end, qui est la partie émergée de la plateforme. Donc, qui concrétise visuellement donc, les fonctionnalités et par différents écrans, dans recherche, consultation. Et l'importance, là, c'est primordial, il faut que ce soit ergonomique et intuitif, parce que sinon, les utilisateurs sont perdus. Et donc, là aussi, il y a différents types d'environnements. En général, ils prennent le langage JavaScript pour pouvoir écrire. Alors, il y a HTML, CSS, JavaScript, ce sont les choses les plus utilisées en général. Alors, quand tout cela est en place, on se dit, bon, ben, ça y est, notre base de données va fonctionner. Mais non, on n'a pas fini. Parce qu'il faut penser encore à la sécurisation des données. Alors, parce qu'il y a toujours des petits malins qui peuvent attaquer votre site, pas pour voler des données parce qu'elles n'ont rien d'exceptionnel. C'est pas la NASA, hein, mais juste pour
être enfin juste des délinquants qui veulent s'amuser à perturber des choses. Donc il faut des accès sécurisés, des mises en place d'applications qui préviennent les attaques, etc. Après, l'hébergement et la sauvegarde des données. Alors Drent est hébergé maintenant par Humanum. Et donc chez Humanum, ils font des sauvegardes régulières. Il faut penser aussi à la maintenance, ce que l'informaticien appelle le maintien en condition opérationnelle. Alors ça, c'est indispensable. Il faut pouvoir avoir recours à un informaticien rapidement en cas de bug et d'anomalie. Et généralement, les informaticiens, quand la société d'informatique vous propose toujours un service de maintenance, parce qu'a priori, ça arrive assez souvent quand même, les bugs et les anomalies. Et la maintenance et la mise à jour d'une base de données, c'est absolument fondamental, parce que ça permet d'assurer le bon fonctionnement et l'optimisation de la base de données. Donc, il faut des contrôles réguliers. Il faut résoudre les problèmes qui peuvent arriver d'un jour à l'autre. Et aussi, une autre chose, il faut penser aux migrations futures, parce qu'on sait qu'on ne va pas rester sur un logiciel tout le temps. L'expérience de Drent montre qu'on change à peu près tous les 6-7 ans, parce que sinon la base est obsolète et elle ne marche plus. Donc, il faut toujours penser que les données vont être extraites un jour et remis dans un autre système cible. Donc, en fait, il faut qu'elles soient nettoyées, transformées et préparées à chaque fois, parce que chaque migration, on perd environ 20% des données quand même. 20% vont être à ressaisir manuellement. Parce que les migrations, de passer d'un système à l'autre, c'est toujours très compliqué. Donc, 80% des données sont migrées automatiquement et arrivent à peu près bien au bon endroit, et 20% sont à refaire manuellement. Donc, avec Drent, il y a 150 000 données, 20%, j'en ai vu en avoir pour des années de travail. Donc, ce que je peux vous dire en conclusion, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que l'informatique, même si ça permet d'avoir des outils remarquables, l'informatique, ce n'est pas pérenne. Le livre est pérenne, l'informatique, non. Donc, il faut anticiper au mieux les difficultés en sauvegardant les données régulièrement sur des supports technologiques récents. C'est de la même façon, au cours de vos recherches, vous êtes passé de la disquette au DVD, à la clé USB, au cloud, etc. Et même pour les plus craintifs, ils gardent toujours une version papier de leur travail. Il faut s'assurer que la base de données est sauvegardée toujours par une technologie récente. Parce que sinon, le travail est perdu. Et en informatique, on considère que 3 ans, c'est long, mais qu'une base de données qui est régulièrement mise à jour peut être utilisable environ pendant 10 ans, au maximum. Alors sinon, si ce n'est pas fait, c'est la catastrophe. Et là, c'est ce que nous sommes en train de frôler avec Drent. Parce qu'il y a on n'est pas la seule, il y a de nombreuses bases de données qui ont disparu faute de maintenance. Et ça fait des heures, voire des vies de travail qui sont réduites à néant. Et moi, je me rends compte que si on n'arrive pas à sauver Drent, pour moi, ça fait 20 ans de travail mis à la poubelle. Donc, c'est comme si j'avais rien fait pendant 20 ans. J'aurais mieux fait de faire autre chose. Mais c'est aussi 30 ans de travail de tous les ingénieurs qui étaient avant moi et qui m'ont précédé. Et c'est pour ça que j'ai une sorte d'obligation morale vis-à-vis d'eux de réussir à faire refonctionner Drent. Voilà, alors j'espère que là c'est en cours et j'espère qu'on va avoir une aide du CNRS pour pouvoir finaliser et remettre en route Drent. Voilà. Merci Marion. Et puis c'est ce qu'on souhaite tous pour Drent, qu'il y ait un happy end à cette histoire. Vraiment, qui est une histoire assez impressionnante à vous écouter vraiment sur cette histoire de l'évolution des techniques avec Oui. Le passage du manuel à la saisie du téléphone à Internet, la disparition du papier, les migrations ensuite, cette histoire des migrations successives. C'est vraiment… on imagine… et c'est un peu ce qui fait peur d'ailleurs, cette adaptation incessante en fait. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il ne faut jamais lâcher. Oui, il ne faut pas s'endormir. Il faut toujours être vigilant parce que ça peut déraper très vite.
Et j'avais une question très précise, mais quand vous dites justement pour anticiper les migrations, vous dites qu'il faut, si j'ai bien entendu, il faut nettoyer les données. Il faut que oui, quand on a choisi un système de gestion de base de données relationnelle, donc il fonctionne par table, et que les données doivent être toutes saisies de la même façon, etc. Il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de doublons, à ce que ça soit toujours saisi de la même façon et que ça soit propre. Et que ça soit vraiment très propre, parce que plus c'est propre et plus ça sera migré facilement. En sachant qu'il y aura toujours quand même des erreurs. Mais là, nous, on en est à 20% pour Drent et c'est énorme. C'est énorme à 20% qui sont. C'est énorme. Ouais. 20%, quand vous pensez qu'il y a 150 000 à peu près données, j'ai 20% de ces 150 000 données à refaire à la main. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc ça fait beaucoup. Et là, je me rends compte rien que pour les auteurs, où j'ai dû revoir tous les noms d'auteurs parce qu'il y a eu un problème avec l'informaticien de RIS qui les avait changés. Eh bien, il y avait 27 000 noms. 27 000 noms, ça prend des semaines. Parce qu'il faut vérifier l'orthographe, il faut vérifier de chacun. Et quand on les passe de majuscule à minuscule, c'est tous les signes diacritiques de toutes les langues, de toutes les langues qu'il faut revoir. Les accents en italien, en espagnol, les lettres, les accents en suédois. C'est énorme. Il faut vérifier à chaque fois que c'est la bonne personne. Parce que je ne peux pas prendre corriger, parce que des Fernandez, il y en a plein. Quel est le bon? Comment ça s'écrit? Est-ce qu'il est bien relié à cette bonne fiche? Enfin, c'est très long. C'est un travail minutieux et très long. On se rend compte de l'obstacle que constitue le vocabulaire pour se comprendre avec les informaticiens, je veux dire. Oui, ça c'est très compliqué en fait, parce que moi je parle, c'est mon métier, donc je leur explique et je passe d'une chose à l'autre. Et si l'informaticien ne pose pas de questions, je me suis rendu compte qu'en fait il comprend pas ce que je dis. Il peut pas comprendre en effet, et c'est normal, c'est pas son métier. Et donc il faut tout redéfinir. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est très amusant parce que quelquefois on se rend compte que en fait des choses très simples, qui me paraissent très simples, pour eux, c'est très compliqué et ils vont me chercher des choses compliquées. Je dis non, c'est plus simple que ça. Mais par exemple, ne serait-ce que pour l'expliquer ce que c'est qu'un compte-rendu. Et il a dit, mais compte-rendu de quoi Est-ce que c'est des comptes rendus, il y a des comptes rendus d'articles? Comment ça se précise? Est-ce que c'est dans une revue? C'est dans un livre? Alors en plus, il y a des revues de comptes rendus. Alors, et donc tout se complique. Enfin, et donc on est obligé de. Et au début, moi, l'informaticien que j'avais, il était très sérieux, celui qui m'a mis sur RIS au départ, mais il était jeune, il n'osait pas me poser de questions parce qu'il avait l'impression de faillir en posant des questions. Et donc, je me suis retrouvée avec. Il m'a dit, voilà, je vous ai fait, vous pouvez interroger les pages. Et j'ai dit, j'ai pas besoin d'interroger les pages, je n'ai pas besoin de dire, je veux tous les articles qui ont une page 2. Mais voilà, pour lui, c'était évident qu'on devait pouvoir tout interroger. Donc, ça alourdit à chaque fois le système. Il faut lui dire, non, je n'ai pas besoin d'interroger les pages. Il y a des choses que je n'ai pas besoin d'interroger. Et donc, c'est parce qu'en plus, souvent, ils ont travaillé pour d'autres équipes. Et moi, le mien, il avait travaillé pour une équipe de géographie. C'est pour ça qu'il était obsédé par la longitude et la latitude. Et comme il a une équipe de géographie et d'archéologie, alors après, il voulait que je mette des photos. Il me dit, mais voilà, je vous ai prévu les photos des auteurs. J'ai dit, non, je vous ai prévu les photos de la couverture des livres. J'ai dit, c'est gentil, mais je ne vais pas m'en servir. Voilà, et la longitude et la latitude. Alors il m'a dit, mais pour Pompéi, c'est important. J'ai dit, mais non, parce que je ne suis pas géographe. Moi, Pompéi, les gens, s'ils veulent savoir où c'est, ils regardent dans un dictionnaire. Mais voilà, mais c'était gentil. Ça partait de bons sentiments, mais ça ne faisait qu'alourdir le problème. Et alors après, si on parle de réédition, la différence entre réédition, réimpression, les réimpressions de compte rendu, les réimpressions d'articles, etc., ça prend des. Oui, c'est un travail un peu de longue haleine déjà pour bien se comprendre. Oui. D'ailleurs, c'est réciproque parce que nous, on a aussi besoin de comprendre le vocabulaire que vous avez employé d'ailleurs. Hein, et j'ai pris des notes, mais
je connais pas tout, le framework, le SQL, le CoachDB, enfin tout ça. Il y a tout un vocabulaire que nous, on doit apprendre pour comprendre. C'est pour ça que donc, eux, ils doivent poser des questions, mais nous, on doit poser des questions aussi. C'est très important, il ne faut pas se laisser exclure de la partie technique. Parce que là, ils ont tendance à dire, ben là, on sait, mais non, moi, j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne. Et généralement, on se dit, bon, maintenant, on les laisse faire. Et c'est une très mauvaise idée. Faut vraiment, c'est un tandem qui doit être du début jusqu'à la fin et on ne peut pas se lâcher l'un et l'autre. Capucine, je vois ta petite main levée. Oui, je suis très contente de vous avoir entendu parce que je suis une utilisatrice de Drent. Et j'étais justement, parce que précisément, j'ai fait cette expérience des utilisateurs de venir récemment rechercher de la bibliographie et par des mots-clés basiques et pas trouver de notices. Donc, j'étais étonnée et donc j'étais désespérée, en fait. Oui, parce que c'était vraiment c'est mon outil de travail. Donc, donc, en fait, vous dites qu'il y a quand même de l'espoir. J'espère, parce qu'en fait, on a fait un audit et l'audit a conclu qu'il fallait quitter Eurist et donc a dit qu'il fallait reconstruire une plateforme à partir de zéro et qu'on extrairait les données. Et donc, j'ai demandé des devis à différentes sociétés informatiques et donc j'ai envoyé les devis au CNRS. Maintenant, c'est voilà, est-ce que le CNRS va… Alors, en leur disant que si on prend tout l'argent qui a été dépensé pour Drent depuis 1960, on dépasse les 4 millions d'euros, donc on n'est pas à 40 ou 50 000 euros près maintenant. Mais ça, pourtant, ça permettrait de refaire vivre la base de données complètement. Et en plus, j'ai rajouté bon, j'étais un peu sournoise sur ce coup-là, mais j'ai rajouté dans les devis des choses qui n'étaient pas dans Drent, parce que j'aimerais qu'elle évolue et qu'elle soit… Parce qu'ils nous disent, pour la remettre en forme comme elle était, bon, j'ai dit que ça serait bien aussi qu'on puisse faire des petits programmes qui permettent de lier, parce que je sais que ça existe maintenant, notre base de données avec d'autres sites Internet, par exemple, qui ne serait-ce que Perseus, où il y a beaucoup de textes, voilà, et que quand quelqu'un tape sur la source, il y a le texte latin ou grec qui apparaissent. Et ça, c'est possible techniquement. Donc, j'ai fait mettre tout ça dans les devis en plus. Comme ça, et je voudrais que la base aussi soit participative, c'est-à-dire que les gens puissent rentrer dans la base en remplissant un formulaire et rentrer leurs données. Moi, je serai le modérateur, parce qu'au début, elles étaient 5 ou 6, les dames. Maintenant, je suis toute seule. Alors, bien sûr, il y a des progrès informatiques, mais je ne peux pas lire 3000 revues dans l'année. Donc, il faudrait que les gens puissent rentrer leurs propres données et ils auraient un compteur. Et au bout surtout pour les jeunes chercheurs, je pense que ça pourrait être intéressant pour eux, au bout d'un certain temps, je leur donne une attestation comme quoi ils participent à Drent, qui est une base de données du CNRS et de Paris 2, et ça fait toujours bien dans leur CV quand ils sont en début de thèse, etc. Et avec un compteur, tous les 200 fiches, notices, et que les gens puissent rentrer comme ça eux-mêmes leurs propres données. Alors bon, peut-être que je suis un peu optimiste, mais je sais que les plus anciens ne le feront pas, mais les plus jeunes, je pense que peuvent prendre cette habitude. Parce que comme ça, si tout le monde participe, eh bien, ça enrichit tout le monde. Et il y a la troisième petite chose que j'ai demandé, c'est de pouvoir accéder aux articles en ligne. C'est-à-dire que j'ai la référence de l'article, donc il y a le DOI maintenant, qui permet d'identifier l'article sur Internet. Alors donc, soit on clique sur le DOI, mais aussi, pour les articles plus anciens, il y a plein de choses qui sont en PDF que j'ai et qu'on pourrait reverser sur le site afin que les gens, quand ils font leur recherche, aient accès directement à l'article. Donc ça, c'est les 3 petites améliorations que j'ai demandées. Cette amélioration, je pense qu'elle serait vraiment utile parce que de nos jours, on est vraiment habitué à ça. Quand on recherche une notice dans les bibliothèques, à cliquer, à avoir un lien et cliquer directement sur l'article. Oui, donc ça, je trouve que c'est indispensable. Donc, et là, à l'Institut d'histoire du droit, ils m'ont dit que je pourrais avoir toutes les vacations que je voulais à partir du moment où j'aurai les fonds pour reconstruire la base. Donc, je pourrais engager des gens qui, au début, vont créer des liens pour pouvoir la rendre beaucoup plus participative, la base, et faire en sorte qu'on ait accès aux sources et aux articles le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que ce sera ma participation à Drent avant ma retraite. Je vous laisse tout de suite la parole alors. D'accord, merci. Alors,
moi, je vais parler comme utilisatrice. Et donc, je ne vais pas du tout utiliser le langage savant technique que vous avez utilisé, parce que moi, j'ai été recrutée dans un projet ERC qui s'appelle RELMIN et qui consistait donc donc un projet européen coordonné par un professeur de Nantes qui s'appelle John Tolan, professeur d'histoire médiévale. Et il avait obtenu son crédit, donc c'était 1,5 million d'euros, en s'engageant à constituer une base de données qui serait des notices de texte portant sur le statut juridique des minorités religieuses, musulmanes et juives en chrétienté, et des minorités religieuses chrétiennes et juives en islam. Tout ça sur 10 siècles, les 10 siècles du Moyen-Âge, donc du 5e au 15e siècle. Donc, je vais… et alors, moi, je vais organiser mon explication en 2 temps, parce qu'en fait, cette base de données qu'on a créée, que j'ai participé à créer, eh bien, elle a à la fois, elle a servi à… La construction elle-même des notices a été très enrichissante pour tous les membres de l'équipe, et elle a été formatrice, elle a formé des chercheurs. Donc, il y a toute cette partie-là de conception des notices qui est très importante. Et après, je vous parlerai de l'usage qu'on peut faire de cette base de données. Mais je ne pourrais pas vous dire grand-chose de la pérennité de cette base. Et, je sais qu'elle est hébergée par l'IRHT. En fait, je tremble en fait à vous parler de la pérennité de la base, parce que j'ai écrit, en prévision de cet entretien, j'ai écrit à John Tolan, mais qui est à la retraite. Et donc, il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai vu sur la base, alors je vais vous montrer, je vais vous partager j'ai écrit aussi au contact qu'on est censé à qui on est censé écrire. Donc là, vous voyez la base. Et l'adresse m'est revenue, elle ne marche pas. Voilà. Mais en tout cas, l'IRHT, elle fait son travail. Enfin, je sais pas, l'hébergeur fait son travail, parce que ça marche très bien, d'accord. Et alors, donc d'abord, je vais vous parler de comment est-ce que cette base a été constituée. On était donc une équipe d'une dizaine de personnes. Donc là, les contributeurs, c'est ça. Donc, on avait, là, il y a beaucoup plus que 10 personnes, parce qu'il y avait en effet, comme vous en avez parlé, Marion, des contributeurs occasionnels. Donc, en échange de leur contribution occasionnelle, ils ont leur nom, mais il y avait des doctorants et des post-doctorants qui étaient recrutés pour travailler à temps plein sur cette base de données. Qui étaient donc soit des spécialistes du droit canonique, soit des spécialistes du droit romain, soit des spécialistes du droit musulman, soit des spécialistes du droit grec. Donc, il y avait des chercheurs de toutes les nationalités. Donc, il y avait des Espagnols, des Américains, des Canadiens, des Israéliens, il y avait une Irlandaise, il y avait… voilà, c'est des nationalités que j'ai notées, et on était tenus de travailler sur place à la MSH de Nantes, dans des bureaux. On était chacun à 2 par bureau, et donc on rentrait les notices tous les jours. On était là de 9h à 17h pour faire ce travail. Pour ce qui concerne donc le travail de réalisation de ces notices, le travail de l'équipe, on avait des réunions hebdomadaires
pendant lesquelles on discutait des questions qui se posaient à nous sur la conception de cette base de données. Mais en réalité, c'était très formel parce que comme on travaillait tout le temps ensemble, on déjeunait ensemble, on était donc encore une fois obligés par l'Union européenne, ça faisait partie du contrat d'être sur place, on ne pouvait pas faire de travail à distance. Moi, je prenais mon train de Paris pour venir, et je dormais sur place. Et donc, en fait, il y avait plein de discussions informelles pendant lesquelles on pouvait essayer d'harmoniser en fait nos manières de concevoir nos notices. Donc, alors, je vais vous montrer bientôt ces notices, mais avant ça, donc, c'était très enrichissant donc, pour l'équipe elle-même de doctorants ou de post-doctorants, parce qu'on était sans arrêt en train d'essayer de trouver des mots-clés qui puissent être transversaux à l'ensemble de nos sources. On essayait de créer un lexique commun. Donc, c'était un travail de recherche qui se faisait en même temps que la conception de cette base de données et qui permettait d'éclairer beaucoup de points, parce que c'était transdisciplinaire. Il y avait des historiens, il y avait moi qui étais historienne du droit, il y avait des gens qui étaient plutôt philologues, il y avait des gens qui étaient plutôt latinistes, des gens qui étaient spécialistes, qui avaient fait des lettres classiques, mais sans faire vraiment d'histoire. Donc, ça a fait progresser en fait un peu tout le monde. Et il fallait aussi livrer, donc toujours pour l'Union européenne, il fallait qu'on livre qu'on fasse des colloques. Alors moi, je suis restée dans ce travail simplement 1 an et demi, alors que le projet donc durait 5 ans. Mais sur l'année pendant laquelle j'étais là, on a organisé 5 colloques, un à Fontevraud, un à Vienne, en Autriche, un à Nantes, un à Erice en Sicile, un à Madrid. Et chaque colloque donnait lieu à des actes. On avait une collection. Attendez, je vais vous partager. Je vais vous partager voilà, on avait une collection chez Brepols. Vous voyez, vous constatez qu'on a. Voilà, ça, ce sont les actes de colloque qu'on a publiés. Donc, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et moi, j'ai participé à 3 d'entre eux. Donc, c'était extrêmement formateur, vous voyez, pour nous tous. Il y avait c'était extraordinaire parce qu'on avait beaucoup d'argent. On pouvait faire des très beaux colloques et puis on pouvait publier. Enfin, pour des jeunes chercheurs débutants, c'était. Donc moi, j'ai participé à Jews in Early Christian Law. Donc j'ai pu concevoir faire l'introduction, etc. Puis à Jews and Christians in Medieval Europe et à Religious Minorities in Christian, Jewish and Muslim Law. Donc voilà, il y avait tout cet aspect formation dans ce projet ERC. Vous voyez, on constitue notre base de données, mais en même temps, on se formait, on publiait, on faisait des colloques. Voilà, c'était un vrai. Il y avait cette vertu-là du travail. Alors, maintenant, pour ce qui regarde la base de données elle-même, je vais vous la montrer. Là, c'est la page d'accueil. Donc, il faut chercher, vous voyez, c'est indexé à RELMIN. Si vous cherchez sur Internet, vous faites RELMIN Nantes et puis vous tombez sur la base de données. Et on a fait des choses plus ou moins heureuses. En fait, par exemple, on a décidé de faire un glossaire. Comme je vous disais, on a essayé de trouver un glossaire commun, mais là, en regardant pour la préparation de cette conférence, je vois qu'on n'a pas, ça n'a pas été très loin finalement. Vous voyez, on n'a pas énormément de notices.
Ça s'est arrêté assez vite. En revanche, ce qui est intéressant, c'est donc les notices elles-mêmes, qu'on peut donc interroger par mots-clés, sachant que avant, enfin, tout d'un coup, on s'est avisé, je me souviens très bien de ce moment en réunion, où on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on était obligé de faire ce travail d'indexation par mots-clés, alors que tout le monde peut chercher dans le texte avec pomme F. Et donc, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, bouger. Vous avez en haut à droite, vous voyez ou pas, quand je fais ça? Oui, oui, on voit Capucine. Petit point vert, voilà. Et ben donc là, finalement, on a fait tout ce travail d'indexation de nos notices par mots-clés, mais si vous faites recherche en haut, je viens de tester tout à l'heure, vous recherche dans les textes, et ben, ça marche tout aussi bien, d'accord? Donc en fait, pour l'utilisateur, c'est peut-être même donc voilà, il y a aussi cette possibilité-là de faire une recherche dans les textes. Mais pour nous, c'était encore une fois très, très formateur de réfléchir à des mots-clés qui pouvaient être communs à l'ensemble de nos textes. Donc, vous voyez, on a abattage. Alors, vous voyez, encore une fois, il s'agit de textes qui portent sur le statut des minorités religieuses. Et donc, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Donc l'abattage de l'animal, les accusations en justice, l'action en justice, l'adultère, l'affranchissement, l'agriculture, alimentation, amende, apostasie. Vous voyez, vous en avez plein. Astrologie, avocat, baptême, blasphème. Alors, par exemple, vous cliquez sur blasphème, donc vous cliquez 2 fois, et là, vous pouvez lancer la recherche. Et là, vous tombez sur tous les textes qu'on a décidé d'indexer sous le mot-clé blasphème. Donc, vous voyez, vous avez un texte du Code théodosien. Donc, je ne sais pas qui l'a. Alors, je vais cliquer. Alors, voilà. Donc là, la notice, c'est comme ça. On a à la fois le texte lui-même dans sa langue originelle. Donc, on devait à chaque fois remplir toutes ces informations, la langue, la source, l'édition, la datation, l'ère géographique, la traduction en français, le résumé. Alors, donc là, c'était le travail un peu le plus important. Après, il y a des résumés plus ou moins denses. Là, il est assez court. Après, la signification historique, c'est-à-dire les effets de ce texte à long terme. Et ensuite, la bibliographie, et puis ensuite ceux qui ont commenté, qui ont réalisé la notice. Donc là, il s'agit de moi. Et puis j'avais aussi la notice elles étaient toutes bilingues. Donc j'ai un traducteur. Donc c'était mon collègue de bureau, Adam Bishop, qui est canadien. Et donc lui, il traduisait en anglais mes notices, et moi je traduisais en français les siennes. Donc après, vous voyez, vous avez un extrait donc un canon du Concile de Latran. Donc ça, c'était donc voilà, même structuration avec aussi des liens qui permettent vous voyez, avec des textes apparentés qui sont inclus dans le corpus. Donc il fallait aussi qu'on réfléchisse chacun. Quand on écrivait nos notices, il fallait qu'on réussisse qu'on les apparente avec d'autres. Encore une fois, toutes ces choses-là se font de manière maintenant. Toutes ces choses-là se font de manière informatique. Mais là, c'était nos esprits je veux dire, je ne suis pas sûre que c'était extrêmement utile d'apparenter des notices les unes avec les autres, parce qu'encore une fois, on peut faire une recherche sur l'ensemble des textes. Donc, mais pour nous, en tout cas, c'était formateur. Voilà, ça nous faisait réfléchir, ça nous faisait discuter. Vous voyez, donc là, il y a la bibliographie, les mots-clés et l'auteur de la notice, et puis la personne, donc Jess Sherwood, qui était américaine, et Laurence Foschia, qui traduisait en français. Là, on a comment citer cette notice, donc
si vous voulez utiliser la notice, ils insistaient vraiment sur le fait qu'il fallait couper-coller l'ensemble de cette référence, quoi. Alors, donc, et là, je vous montre un dernier texte, je ne vais pas tous les faire évidemment, mais c'est simplement pour que vous ayez une idée. Là, on avait donc aussi des textes en droit musulman. Là, c'était il y a marqué un avis, c'est un avis de juriste. Donc, vous avez à nouveau le résumé, le contexte, la bibliographie. Et donc, c'était une notice faite par mon collègue Ahmed Ouldali, qui a été traduit donc en anglais par Adam Bishop. Donc, si on retourne sur la recherche avancée, on peut aussi rechercher par type de source. Donc là, j'étais étonnée que Ahmed ait décidé de l'appeler avis de juriste, parce que normalement c'est une fatwa, mais donc il a dû vouloir indexer aussi, j'imagine qu'il a aussi, voilà, il a mis aussi des fatwas. Mais vous voyez, vous avez tous les types de sources juridiques, actes de Cortés, arrêts, assises. Adam Bishop était spécialiste des assises de Jérusalem. Les constitutions, alors moi j'avais voulu mettre constitution impériale, mais on m'a dit qu'il fallait mettre constitution romaine, voilà, parce qu'on pouvait confondre avec d'autres empereurs. En tout cas, les collègues historiens ne comprenaient pas l'expression constitution impériale. Donc vous voyez, Coran, les dictats de Gratien, décrétales de collection canonique. Moi, j'ai insisté pour qu'on ait décrétale et décrétale de collection canonique. Vous voyez, à chaque fois, ça faisait l'objet de discussions. Vous voyez, comment est-ce qu'on appelait ces sources. Donc, tout ça a été, en tout cas pour nous, formateur. Et voilà. Alors, de nos jours, moi, j'utilise cette base de données. John Tolan, à qui j'ai écrit pour lui demander des informations, m'a simplement dit qu'il avait régulièrement des remontées de collègues aux États-Unis qui utilisent la base, parce qu'encore une fois, elle est aussi entièrement en anglais, ou bien donc en France. Pour ce qui me concerne, moi, je l'ai utilisé pendant plusieurs années dans le cadre du Master 2 d'Histoire et Anthropologie juridique de Nanterre, en demandant à mes étudiants de décider s'ils voulaient travailler sur le droit romain ou le droit canonique médiéval ou le droit musulman ou le droit hébraïque. Et donc, certains pouvaient décider… attendez, je vais quand même essayer de vous trouver une notice de droit hébraïque. Et donc, sachant que, donc vous en voyez une là, sachant que la difficulté, évidemment, c'est que ce sont des langues rares, et donc même le latin de nos jours, évidemment, le grec aussi, donc il y a très peu d'étudiants qui le parlent, mais là, en tout cas, ils avaient quand même les textes avec leur traduction. Et alors, plus fréquemment, en fait, ce que décidaient de faire les étudiants, c'était de travailler non pas sur des types de sources spécifiques, mais plutôt sur des thématiques, de manière à pouvoir croiser et comparer, en fait, la manière dont étaient traités les mêmes thèmes selon qu'on était dans le monde chrétien ou dans le monde musulman. Donc, voilà, ce qui préférait, c'était de travailler sur la question de l'apostasie dans le monde musulman ou dans le monde chrétien, comment est-ce qu'elle est punie, comment est-ce qu'elle est poursuivie, etc. Donc, vous voyez, ça a permis donc aux étudiants de présenter des travaux, des exposés d'abord, et puis ensuite des travaux où je leur demandais donc de mentionner l'ensemble des notices Relmin qu'ils avaient utilisées. Je leur demandais aussi de
d'utiliser de commencer par la bibliographie qui était indiquée dans ces notices RELMIN, et puis après de la mettre à jour, parce que, comme je vous l'ai dit, le projet, il s'est arrêté en 2015, et je vous parlerai ensuite de sa pérennité. Là, je viens de vous dire que quand on écrit au responsable, l'adresse n'est plus valide. Mais en théorie, normalement, on est censé pouvoir continuer à contribuer à cette base. En tout cas, c'était l'idée, c'est ce qu'on nous a toujours répété à l'époque. Alors, justement, j'ai trouvé un autre usage qui est fait de cette base RELMIN, cette fois-ci dans un collège. Je vais vous montrer. Donc, j'ai vu en tout cas que il y avait. Donc là, c'est un exemple de l'usage de la base dans un collège qui se trouve en classe de seconde à La Baule. Donc là, c'est le compte-rendu des professeurs d'histoire qui disent qu'ils ont consacré plusieurs séances sur l'utilisation de la base de données RELMIN. Alors, ils ont d'abord expliqué comment fonctionnait la base, et ensuite, ils ont fait exactement comme moi je fais pour les Master 2, c'est-à-dire qu'ils ont proposé des thèmes, le mariage, le vêtement, l'habitat, la nourriture, les lieux de culte. Et là, ils ont demandé à leurs élèves, à leurs collégiens, à leurs lycéens, de faire des exposés en prenant à chaque fois 3 textes pertinents, 3 sources, et puis ensuite, ils ont dû apparemment présenter, pendant les 3e et 4e séances, ils ont présenté des exposés en classe. Alors, il faut vous dire que depuis le début, il y avait une intention, et on a eu disons que John Tolan a réussi à avoir aussi des sponsors, enfin des financements de la région, et puis aussi pour le kick-off du projet RELMIN est venu nous parler le préfet de région, mais qui donc nous a dit qu'il y avait un enjeu sociétal important dans la constitution de base de données, parce que ça permettait de voir comment les minorités religieuses avaient pu coexister en Europe depuis longtemps. Alors, c'est un petit peu à double tranchant, parce que évidemment, elles ont assez mal coexisté pendant le Moyen-Âge, donc c'est pas forcément un modèle, mais disons que là, j'ai vu que pour la présentation qui est faite au collège, ça a été poussé. Enfin, vous n'avez pas regardé dans le détail l'argumentaire, mais en tout cas, les professeurs disaient que c'était dans le cadre d'une réflexion sur la cohabitation religieuse, sur la laïcité, etc. Donc, et ils disaient aussi des choses. Oui, ils ont dit quelque chose d'intéressant, c'est que, par exemple, ils ont remarqué qu'il y avait très peu de notices en hébreu. Et donc là, les professeurs font remarquer que là, en soi, c'était un sujet qui a permis de creuser le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de juifs qui devaient traiter la situation de minorités religieuses parmi elles. Donc, puisque les Juifs n'avaient pas d'État et donc n'avaient pas de pouvoir de coercition sur les autres. Donc, il y a la question de la coexistence avec les autres se pose dans des termes moins prescriptifs, mais plutôt, vous voyez, les punitions, elles vont contre les mariages mixtes ou contre les choses comme ça, mais en effet, il y a moins de sources qui traitent des autres, en fait, que les sources qui viennent des autorités musulmanes ou des autorités chrétiennes. Donc, en fait, je pourrais conclure sur quelque chose d'un peu mitigé, parce que justement, précisément, je ne sais pas, j'arrive pas à avoir l'information de savoir ce que devient, comment il est possible de contribuer, comment il est possible d'alimenter la base, etc. Mais
je voulais quand même choisir un autre exemple qui rend plus optimiste. C'est un autre projet ERC, lui aussi financé par l'ERC, qui s'appelle Judaism and Rome, et qui lui il est terminé aussi ce projet, hein, d'accord. Donc il veut réunir l'ensemble des discours des Romains sur la question du pouvoir, du droit et de la citoyenneté, et aussi l'ensemble des discours des provinciaux, des habitants des provinces de l'Empire romain sur ces mêmes thématiques. Donc, il y a des textes, comme vous voyez, en hébreu, en grec, dans toutes les langues, en latin. Et là, en revanche, vous voyez, c'est une source une base de données qui est encore vivace, qui fonctionne encore, parce que là, vous voyez, il y a marqué Last Resources Added, et vous voyez là, si je clique, attendez, non, je suis en train de cliquer directement sur. Vous voyez là, donc vous avez une notice qui vient d'être ajoutée, donc vous voyez, elle est à peu près construite sur le même modèle que celle de Relmin. Vous voyez, toujours avec les dates, la langue, le texte, la traduction, le commentaire, et l'indexation par mots-clés, avec à la fin la bibliographie, et à la fin un renvoi à d'autres sources. Donc c'est la même structure, mais il est possible. Eux, ils ont mis quelque part un endroit où, je ne sais plus où ce qu'il est, où on peut, une adresse qui permet où on peut leur écrire et demander un accès à cette base pour la nourrir. Mais vous voyez qu'en fait, finalement, au bilan, j'ai le sentiment que ce projet, il a au moins autant servi à former des chercheurs, des jeunes chercheurs, qu'à créer une base de données pérenne et utilisable, en fait. Donc, même si Relmin n'est plus nourri apparemment, c'est quand même pas de l'argent jeté par la fenêtre, à mon sens, parce que là, je vous ai cité une dizaine de personnes, mais c'était sur une année. Mais il y a plein de doctorants, de docteurs qui sont passés par cette équipe Relmin de formation accélérée, en fait, à la recherche. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était passionnant. J'ai deux questions pour peut-être entamer cette phase, et le temps que peut-être les autres personnes qui sont connectées auraient des questions qui leur viendraient. Moi, j'ai une question par rapport, vous avez mentionné qu'il y a un choix qui a été fait de mettre en avant de la bibliographie. Oui. Ma question, c'était de savoir comment ce choix a été fait, et du coup, de quand datent les dernières actualisations de ces bibliographies. Et je profite, je mets ma deuxième question qui permettra aussi à Madame Albessard d'intervenir. Ça concerne vos deux projets. Est-ce qu'à un endroit dans ces sites, dans ces bases de données, il est mentionné l'étendue des sources qui sont consultées? En gros, comment l'utilisateur peut savoir le territoire, ou jusqu'où s'arrête ce territoire des sources et donc des données qu'il va pouvoir utiliser, et donc les endroits qui n'ont pas été dépouillés et qui ne feront pas partie de ces bases de données. Alors, pour ce qui regarde la bibliographie, c'était chaque chercheur qui était censé être expert de son domaine, et à qui on demandait de faire sa recherche bibliographique, comme il l'aurait fait pour un article ou pour un livre, voilà. Donc, et comme j'ai dit qu'il y avait plus de personnes qui accédaient manifestement à cette base Relmin, elle est plus actualisée, en fait. Donc ça, mais ça n'empêche pas de dire aux étudiants que précisément, voilà, c'est une bibliographie qui s'arrête en 2015, quoi. Elle a 20 ans, pas elle a 10 ans, pardon. Mais donc ça sert de début, disons. Et puis, pour ce qui concerne l'étendue des sources, là, vous pointez à une vraie faiblesse,
parce que en fait, ça s'est arrêté au moment où les ressources humaines n'étaient plus là pour la nourrir. Et en fait, on n'a pas construit à l'avance un corpus. Moi, j'avais pour mission en fait de rentrer toutes les notices du code théodosien qui concernaient les juifs, les païens, et les hérétiques. On était plusieurs à le faire. Hein. On avait chacun un corpus délimité. Mais après, ils se nourrissaient, selon les colloques, de personnes qui proposaient des nouvelles sources. Donc, en effet, il y a une espèce d'inconnu sur les limites. Et on peut pas dire, si on ne trouve pas dans la base quelque chose, que ça n'existe pas. Donc ça, c'est une vraie faiblesse, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'exhaustivité. Ça tendait à l'exhaustivité, mais ça se souhaitait être une base exhaustive, mais en effet, ça peut... c'est vrai que ça serait précieux en fait d'avoir une base qui est vraiment exhaustive. Mais John Toland vous dirait que c'est exhaustif, mais parce que c'était quand même le but. Sur Drante, qu'en fait c'est pour de la bibliographie, donc ils ne sauront jamais s'ils ont tout en effet, parce que ça va dépendre des choses publiées. Alors on essaye de publier les choses les plus récentes, parce que comme je travaille à l'Institut d'histoire de l'ouvrage de Gonnet, j'ai accès à la bibliothèque, donc j'ai les livres les plus récents en droit romain, et j'ai les revues également, on essaie. Et les collectifs, parce que je trouve que c'est très important de dépouiller les collectifs, parce que c'est toujours les articles les plus difficiles à trouver. Donc, ma préférence va toujours au collectif et aux revues. Et les monographies, ça c'est très vite fait. Mais c'est les livres qui seront en partie à la bibliothèque de droit romain. Ça ne veut pas dire que c'est tous les livres, parce que la bibliographie, dans l'Antiquité, c'est infini, en fait. Autant Capucine peut essayer d'arriver à un corpus exhaustif, moi, je ne peux pas. Et en plus, avec la Grèce, Rome, et si on ajoute l'Égypte et la Mésopotamie, c'est un travail sans fin. Et donc, c'est pour ça que dans mes projets, après, c'est de demander à des étudiants qui sont spécialisés sur l'Égypte ou sur la Mésopotamie de mettre à jour la bibliographie, parce que moi, c'est des revues auxquelles je n'ai pas toujours accès. Donc, pour Rome et pour la Grèce, c'est à peu près à jour. Alors, il y a toujours un décalage entre la publication et le moment où la notice est rentrée. Et à 1 ou 2 ans près, ça, c'est à peu près à jour. En revanche, pour l'Égypte et la Mésopotamie, on est loin du compte. Donc, pareil, pour le monde juif, vous avez besoin de quelqu'un pour vous envoyer des... Ah, ben moi, je prends toutes les notices qu'on m'envoie, parce que en fait, le monde juif romain, ça va. C'est ça que je veux dire. Voilà. Oui, on arrive quand je dépouille, alors, souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça marche beaucoup par mode. On peut avoir pendant une année beaucoup de publications sur le monde juif romain. Après, on passe au genre, après, on passe à autre chose. Et il y a des modes de lecture. Ça dure 2-3 ans, puis après, on passe à autre chose. Donc, mais je suis toujours preneuse et quand les gens m'envoient leurs références, tout de suite, elles sont rentrées parce que en plus, si elles sont indexées, il y a des mots-clés. Ça prend 2 minutes et c'est important qu'il y ait... qu'on ait un panorama complet de l'Antiquité juridique. Voilà. Laisser la parole à Ninon. N'hésitez pas à lever la main pour ceux qui sont là. J'ai vu que Yann s'était connecté, Morgane, peut-être en tant qu'utilisateur ou pas. Enfin, voilà. La discussion est ouverte. Ninon, je te passe la parole. Oui, je vais pas mettre ma caméra pour essayer de limiter la casse niveau connexion. J'ai simplement une remarque à faire par rapport à ce que nous expliquait Capucine sur les mots-clés. Il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé là-dedans, c'est-à-dire, je me suis posé la question entre la transdisciplinarité et la pluridisciplinarité, tu vois, avec la transdisciplinarité qui nous obligerait, mais c'est un exercice intellectuel vraiment passionnant, à chercher une sorte de mots-clés commun, et la pluridisciplinarité qui suppose peut-être davantage de cumuler les mots-clés, tu vois, suivant la discipline, où on aurait les différentes disciplines qui seraient représentées dans leur vocabulaire, alors que sur une base de données où on chercherait la transdisciplinarité, on chercherait le mot-clé commun. Je ne sais pas si ça s'est posé, mais j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur cet exercice intellectuel de la recherche des mots-clés. Et je soulignerais un tout petit truc par rapport
à, tu sais, rechercher le mot-clé dans le champ mot-clé et puis rechercher tout en haut dans le texte, tu vois, ça ne fonctionne pas forcément parce qu'il me semble que dans le champ, tu vas prévoir justement un mot-clé générique. Je te donne un exemple. Dans le champ de recherche que vous avez pensé, on va trouver vêtements, alors que dans le texte en lui-même, on va trouver pantalon, robe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne vas pas forcément utiliser ces deux options de la même manière. Et votre champ, finalement, en mettant vêtements, il permet un croisement de sources beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus large et beaucoup plus éclairant. Oui. Voilà ce que j'avais à dire sur les mots-clés. Il y a vraiment là quelque chose un vrai apport, en fait, sur la mise en relation. Oui, alors, je vais d'abord répondre à ta deuxième remarque. C'est vrai que, justement, j'ai testé, par exemple, j'ai cherché justice, là, tout à l'heure, et en effet, je suis tombée sur des notices qui n'étaient pas pertinentes, pour les raisons que tu dis aussi, parce que, en fait, c'était pas le thème de la justice qui était traité. Donc, c'est vrai que c'était... et oui, et tu as raison, on peut manquer, si on tape pantalon, si on cherche, on peut manquer le thème du vêtement et vice-versa. Donc oui, c'est... Non, mais tu vois, comme quoi le travail que vous faites sur le mot-clé dans le champ des différents mots-clés, Ouais. il sert à quelque chose par rapport à la recherche dans le texte. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Oui. La recherche dans le texte, ben, c'est une autre manière d'entrer dans les sources, mais ça ne remplace pas ce à quoi toute l'équipe a pu penser en réfléchissant aux mots-clés communs, tu vois. Ce d'autant que, par exemple, il y a des... par exemple, justement, ça répond aussi à ta question sur transdisciplinarité et pluridisciplinarité. Par exemple, il y avait des collègues sur le droit musulman qui décrivaient des situations de justice privée. Et donc, moi, je disais, ben, c'est de l'arbitrage. Donc, moi, j'ai assisté avec mes terminologies juridiques. Donc, finalement, parfois, ils se laissaient convaincre. Donc, ils pouvaient mettre arbitrage comme mot-clé de leur notice. Et ça figurait évidemment à aucun endroit du reste de la source. Donc c'est ça aussi. Donc pour transdisciplinarité et pluridisciplinarité, en fait, on est arrivé à un positionnement médian, disons. À la fois, parfois, on réussissait à se convaincre les uns les autres qu'on avait trouvé un mot qui était pertinent pour nos champs différents. Et parfois, mais ça ne nous empêchait pas de conserver nos propres notions qui nous paraissaient de rester fidèles à nos propres notions, quoi. Donc, on faisait les deux. De toute façon, on n'était pas restreint sur les mots-clés. Oui, on en a plein. Là, je ne vous ai pas tout déroulé, mais on en a, je sais pas, il y en a plein qui sont en fait un peu redondants. Mais finalement, c'est pas grave. Oui, puis c'est pas mal aussi. Enfin, je regardais parce que moi, je me pose la question pour profil, tu vois. Est-ce que je laisse le champ vide avec le visiteur qui peut noter le mot qu'il veut, ou est-ce qu'il y a des propositions de mots, tu vois? Et je trouve que là, c'est pas mal parce que d'après ce que tu nous as montré là, quand tu tapes, tu commences à comme ce que Yann Arzel, Louise nous a expliqué à la première séance, tu sais, tu commences à rentrer un mot et il y a tout un tas de suggestions qui apparaissent qui correspondent à des mots-clés qui vont faire que ta recherche va aboutir, tu vois? Oui. Quand tu laisses le visiteur comme ça taper des mots et qu'il a simplement un retour qui dit bah non, ce mot-là, il n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, vous voyez, regardez, là, on déroule une arborescence, enfin, je sais pas, c'est pas une arborescence, mais vous voyez, une liste qui donne plein d'idées. Voilà. Et moi, tu vois, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Hein. Regardez, vous voyez,
ça permet, si tu veux, même si ce n'est pas le mot précis que toi, tu aurais rentré, tu vois peut-être un thème plus général qui va faire que ta recherche, elle n'est pas stérile, tu vois? Oui. Oui, par exemple, on a porc, on a alimentation, vous voyez. Raisin. Et Voilà. quelle différence faites-vous entre meurtre avec une majuscule et meurtre sans majuscule dans vos mots-clés? Je regarde. Je pense, là, je pense que la réponse est dans la question. Je pense que c'est peut-être une erreur. Meurtre. Ah, oui, bah. Je sais Alors, pas. là, Marion, je pense qu'on peut reprendre votre vocabulaire, c'est-à-dire qu'il faudrait nettoyer. Là, il y a quelque chose à nettoyer, Capucine. Ouais. Alors là, attendez, là, on obtient ça. C'est une différence. Non, mais j'espère au moins qu'on obtient la même chose. Les mêmes... Non, là, on obtient 3 textes. Et là, Je pense qu'on n'obtient pas la même chose. Ah oui? Oui, je parie plutôt sur. Bon, là, c'est un petit peu. Et là, j'avais tapé le. Oui. Et puis après, il y a aussi meurtre rituel. Alors là, on voit la différence. Là, il y a 2 textes qui ne sont pas les mêmes. Mais ça, c'est une question d'indexation au final. Ouais. Et c'est tout l'enjeu de bien vérifier, surtout si ce que vous avez dit dans vos 2 projets, qu'il y a énormément de monde qui a contribué, et c'est d'être sûr que tout le monde utilise les mêmes terminologies, utilise les mêmes orthographes avec les accents ou pas les accents, les majuscules ou pas les majuscules. C'est pour ça qu'il faut une relecture constante en fait pour essayer d'uniformiser les mots-clés, parce que moi j'avais des étudiants comme Constance qui viennent se connecter là, qui saisissaient aussi sur Drante, et moi je leur dis quand il y a un mot-clé que vous ne trouvez pas, allez-y, créez-le, mais après on vérifie quand même, parce que il y en a beaucoup qui m'ont créé Jules César, comme si la base de données n'avait jamais eu de Jules César, alors qu'il est mis à Caius Julius Caesar. Et donc, il y a des choses comme ça où souvent ils créent des doublons et les étudiants. Oui. Mais là, par exemple, pourquoi est-ce que pourquoi vous ne pouvez pas mettre les 2? Jules César et. Jules César existait, mais ça c'était Caesar, Julius, et entre parenthèses, Jules César. Ah, d'accord. Voilà, parce que sinon, il y en a qui vont saisir Jules César, d'autres, et donc quand on fait la recherche sur Caesar, on ne trouve rien, et ce qui n'est pas normal. Et c'est pareil pour Jupiter, où il y en a qui me créent Jupiter avec un J, alors que nous, on le met avec un I. Donc, il faut sans arrêt, à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient sur la base pour saisir, vérifier les mots-clés qu'il utilise, parce qu'il peut en créer, parce qu'il y en a certainement qui peuvent ne pas exister. Mais quelquefois, il y en a qui ne vont pas chercher très loin. Et c'est vrai qu'ils ne se posent pas la question que Jules César, au bout de 30 ans, n'est jamais utilisé. C'était ou Jupiter, qui n'a pas été utilisé pendant 50 ans, c'est un peu bizarre. Mais bon, pris dans le feu de l'action, il crée le mot-clé. Et donc, souvent, mon travail est de repasser derrière pour corriger. Et c'est pareil pour les noms d'auteurs aussi. On peut très bien mal le taper, faire un accent en moins, rajouter un E. Puis quelquefois, il y a le problème, c'est le problème des femmes qui sont mariées et qui avec les 2 noms, après elles sont mariées, elles prennent que le nom de mari, après le divorce, et on se retrouve avec 3 ou 4 auteurs alors que c'est la même personne. Donc il faut faire des choix, mais constamment. Dans le public, est-ce que certains auraient des questions? Je vais laisser la parole à Morgane. Merci beaucoup, Capucine. Moi, je me souviens, j'avais découvert Realmine avec toi, en fait, lors du Master 2. Et je trouve que c'est une base qui est très utile pour des étudiants. Mais après, tu vois, quand on progresse dans la thèse, etc., moi, j'avoue que c'est un peu mon plan flemme, par exemple, quand je veux une traduction rapide de tel canon du Concile de Latran, je sais que sur Realmine, je l'ai et que j'ai la flemme de reprendre et de retraduire de mon côté. Mais le fait que la base ne soit pas mise à jour et ne soit absolument pas exhaustive,
ça rend son utilisation vraiment très très limitée. Et je me demandais en fait, est-ce que quand le projet a été fini, je ne sais pas, est-ce qu'entre les contributeurs, vous vous êtes dit, est-ce qu'on continue la base? Parce qu'en fait, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment une très bonne base de base, mais elle n'a pas été mise à jour. Et en plus, maintenant, on voit qu'elle a 10 ans. Tu vois, elle fait plus toute jeune. Ouais. Mais alors, malheureusement, je ne peux pas répondre à ta question parce que moi, je suis partie en 2012. Donc, ils ont continué 3 ans après. Je suis arrivée déjà pas au début et je suis partie. Et donc, c'est un peu surprenant parce que. Enfin, je sais pas ce qui s'est dit. Je sais pas. En tout cas, la réponse de John Tolan, elle était assez lapidaire. Il m'a dit qu'il n'était pas au courant. Et lui, il est parti à la retraite là. Donc, il y a sans doute des explications. Il y a sans doute une histoire. Il s'est sans doute dit des choses, évidemment, parce que ça coûtait de l'argent, etc. Mais je ne sais pas quoi. Oui, parce que tu vois, il y a un truc que je trouve un petit peu dommage, en fait, de tous ces projets, etc., de toutes ces bases de données, c'est que mine de rien, à chaque fois, ça a quand même un coût qui est assez important. Ça mobilise des équipes de recherche, tu apprends des choses, etc. Et j'ai l'impression que on fait le projet, on le livre, et puis ensuite, on n'en fait plus rien. Mais c'est pour ça que j'ai montré la base Judaism and Rome, parce que c'est pas le cas. Tu vois, il y a moyen, mais là, je pense, encore une fois, je ne connais pas l'histoire derrière, mais peut-être la circonstance que John Tolan est parti à la retraite, ou parce qu'il a aussi eu un autre projet ERC après ça, il est parti sur autre chose. Mais enfin, je veux dire, c'est pas forcément voué à la déshérence. Parce que bon, on a d'autres exemples de bases de données qui peuvent continuer à être vivantes, quoi. Ninon avait quelque chose à dire. Oui, dans l'ordre, Ninon, si tu veux bien prendre la parole. Ouais, moi, je crois que en fait, la réponse était contenue dans la question, c'est que il y a quand même ce truc de financement. Et puis, tu le disais, Capucine, Relmine, c'était dans le cadre d'un financement, on avait embauché des post-docs pour travailler. Et ça doit être quand même très difficile de réactiver comme ça de manière pérenne. Une fois que le projet touche à sa fin, il faut de nouveau trouver des financements pour réactiver une nouvelle équipe. Enfin, je crois que c'est je crois que c'est peut-être bien aussi de prévoir à un moment donné des bases de données un peu closes sur elles-mêmes avec, et là c'est le deuxième mot sur lequel je rebondis, Capucine, c'est-à-dire avec un corpus ou, comme disait Louise, un territoire d'investigation, quoi. Et de dire, bah voilà, vous avez une base de données qui vous permet d'explorer ce corpus, et elle est petitement exhaustive, tu vois, Morgane, elle est exhaustive sur un petit territoire, le territoire d'un projet de recherche de 4 ans. Et puis, on en a discuté plusieurs fois, et moi, ça m'intéresse beaucoup pour penser la base profil, et surtout pour penser ses limites, quoi. Parce que je sais que je ne vais pas pouvoir financer son alimentation comme ça. Louise connaît bien le truc puisqu'elle est dans le projet. Il va falloir qu'on invente et qu'on prévienne le visiteur du domaine qu'on a exploré. Et voilà. Et notre base, elle sera performante sur ce domaine-là et ses limites chronologiques-là. Et on ne pourra pas faire plus, quoi. Madame Albessard, si vous voulez. Oui, moi je voulais revenir, je disais que en fait je pense que Morgane a raison, c'est un peu dommage avec Relmine, parce que Relmine, c'est un domaine de recherche qui aurait pu être exhaustif. Et c'est dommage que ça ne soit pas été fait. Alors dans les temps, je ne sais pas comment ça s'est réglé, parce que ma base de données, moi, ça ne sera jamais exhaustif, mais là, vous avez la chance de pouvoir faire quelque chose. Et après, ça devient pérenne beaucoup plus facilement, parce que l'essentiel, c'est qu'on puisse l'utiliser, mais même si elle n'est pas très fun ou elle a l'air un peu démodée, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'elle... Et là, vous avez des domaines de recherche qui sont exhaustifs, et c'est vraiment dommage de ne pas être allé au bout. Et quand le judaïsme and Rome, là, je suis allée voir, en fait, la dernière contribution, elle date de 2019, ça fait déjà 6 ans. Et là, ça risque de devenir la même chose. Non, c'est pas du tout.
Celle de Philon, là, On Abraham. Judaism and Rome. Oui, oui, mais il me semblait que… Attendez. Quand on regarde Last Resource Added, ça date de 2019. Et quand on regarde Last News, ça date de 2018. Donc, ça fait 6-7 ans que déjà, personne n'y va, en fait. Enfin, elle n'est plus alimentée. Et c'est dommage parce que les deux sont des projets de recherche qui peuvent être finis, en fait, qui pourraient faire une belle entité. Ah non, mais je suis étonnée de ça. Parce que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais si on va sur Last Resource Added, quand on clique dessus, on voit que ça a été saisi. Donc, c'est la dernière. Elle a été saisie le 8 octobre 2019 à 10h07. Oui. Et c'est triste, en fait, parce que c'est des très beaux projets. Et ça serait bien de pouvoir dire c'est exhaustif parce qu'il ne doit pas falloir grand-chose pour que ce soit exhaustif. Bah, en tout cas, celle de… je ne pense pas que celle de Judaism and Rome, je le dis de plus volontiers que ce n'est pas la mienne, elle est extrêmement dense. Hein, il y a beaucoup de choses. Moi, je l'utilise… après, ça dépend en effet de l'équipe, ça dépend des moyens qui ont été donnés, mais ils ont travaillé pendant 5 ans. Et non, mais je croyais que ça venait déjà d'être ajouté, en fait. Ouais. Non, mais c'est… et puis, encore une fois, si c'est pas… comme dit Ninon, c'est vrai qu'il y a aussi un temps de 5 années. On ne peut pas être exhaustif. Oui, c'est dommage. Alors, l'avantage qu'on a avec Drante, c'est que moi, je suis payée par le CNRS pour faire que ça toute ma vie. Donc, c'est vrai que ça peut… ça sera toujours… si on arrive à la remettre en route, ça sera toujours actif. Enfin, et après moi, je pense qu'un autre ingénieur sera désigné pour continuer. Ouais. Et depuis 1960, on se passe le témoin comme ça, en espérant que ça continue. Mais c'est vrai que c'est cet avantage-là d'avoir un fonctionnaire attitré à une base de données, parce que sinon, ça… C'est vrai. En fait, c'est toujours le problème du financement, en fait. À chaque fois, on revient à c'est le nerf de la guerre, le financement. Et c'est dommage parce que RenMin, moi, je trouve que c'est vraiment une base de données qui est hyper intéressante pour les étudiants, pour leur permettre de s'intéresser à nos sujets à Capucine et moi, qui sont des choses qu'ils ne voient pas tellement ailleurs, surtout en histoire du droit où c'est pas au cœur des questionnements des questionnements des juristes. Donc c'est une super porte d'entrée, je trouve, pour les étudiants. Vraiment en support pour étudiants, c'est super. Mais moi, ma question, c'est après, là, pour l'instant, elle est encore active. J'espère qu'elle continuera de l'être. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu un système de service après-vente où nous, on pourrait ajouter des choses. Moi, j'adorerais pouvoir ajouter des choses dans cette base de données. Là, je vous dis, il y a une petite adresse avec une petite adresse mail et puis il n'y a personne derrière, quoi. Mais je suppose, mais là, je suis sûre qu'il y a une réponse. Hein, mais comme c'est le format des projets ERC, des projets ANR, etc., j'imagine que depuis qu'il y en a, RenMin, c'était il y a quand même assez longtemps, 2010. J'imagine que là, les personnes, l'Europe, tout le monde commence à s'interroger sur la pérennité de ces bases de données, sur les limites, etc. C'est là où l'enjeu d'ailleurs, et je te passerai la parole après Ninon, c'est là où l'enjeu du coup des sciences humaines est intéressant pour les bases de données, puisque même si le projet financé est fini, si les codes sont ouverts, alors peut-être un autre projet peut se brancher et récupérer les données, ou en tout cas qu'il y ait un échange qui se fasse pour que, en fait, finalement, un petit peu ce projet-là continue à survivre. Je te passe la parole, Ninon. Oui, je lève ma petite main parce que comme je ne peux pas mettre ma caméra, personne ne voit que je veux parler. Oui, ça me rappelez-vous là encore je reviens à ce que Yann Arzel nous disait, c'est-à-dire que quand il a eu le financement ANR pour la numérisation, la mise en ligne de la collection Baudouin, il avait commencé le travail, vraiment réalisé tout le projet, c'était vraiment un vrai succès, et il a demandé un financement pour la suite, et en fait, il n'a pas obtenu ce financement.
Parce que c'était, voilà, votre projet, il est terminé, ça y est, il est abouti, bon, on passe à autre chose. Donc, vous voyez aussi cette logique il n'y a pas que des équipes il y a aussi le fait que parfois, c'est le financement qui ne suit pas parce que, voilà, vous avez terminé votre projet et on ne finance pas la suite. Madame Albessard, et peut-être une dernière question après Madame Albessard, s'il y en a une, et sinon on arrive à la fin de notre temps. C'était juste une remarque à ce que disait Ninon. En effet, le CNRS a toujours tendance à veut des nouveaux projets, mais ne s'occupe plus des anciens. Et en fait, il perd beaucoup de ressources comme ça. Donc, avec le projet Diana Arzel dont vous parlez, mais il y a plein de choses comme ça. Et c'est dommage, parce que même moi, pour Drenthe, je ne peux pas avoir des financements. J'ai essayé de demander une ANR pour savoir. Mais non, ce qui les intéresse, c'est du nouveau. Et donc, il y a plein de choses intéressantes anciennes, enfin, et pas toujours anciennes, parce que RN Mines, ça a 15 ans, c'est pas si vieux que ça, et qui auraient pu être continuées et perfectionnées, et qui sont laissées à l'abandon. Et c'est dommage. Eh bien, sauf s'il y a une dernière question, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir, sachant que donc je remercie encore nos deux intervenantes. Je suis navrée d'être arrivée en cours, mais j'étais ravie de vous entendre. Le prochain rendez-vous du webinaire aura lieu le 22 mai à 17h, même lien, même endroit. Alors, le sujet, c'est faire de l'histoire du droit à partir d'archives orales. Donc, ça va être tout l'enjeu de ce matériau qui est peu utilisé en histoire du droit, voir quelles sont les spécificités de ce matériau, les limites, les contraintes. Et pour ce faire, on a donc invité Florence Descamps, qui est historienne et qui travaille en particulier sur ce matériau-là, qui est même une forme de militantisme autour de ce matériau-là. Et pour faire un dialogue avec Florence Descamps, nous avons Sylvie Humbert et Antonio Lagado, qui nous parleront par le biais de leurs expériences de thèse et puis du projet fini aussi du côté de Sylvie Humbert, qui échangeront autour de ces pratiques des archives orales, notamment en histoire du droit. Je vous remercie à tous. Ninon, si tu veux dire une dernière chose, sinon je vous dis à très bientôt. Eh bien, la même chose. Merci à nos intervenantes. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Bonne soirée et rendez-vous le 22 mai.